Nous sommes en 1925 et Miami Beach est l'endroit le plus en vogue d'Amérique. On the beach with you, I'll loaf the whole day through and cuddle close beneath a big red umbrella on the beach with you. Des millionnaires enrichis à l'époque du boom économique, mais aussi des milliers de gens qui souhaitent leur ressembler un jour, ont découvert un lieu de récréation magique en bord de mer. Personne n'a jamais rien connu de semblable auparavant. Le bon génie de ce paradis tropical, qui supervise tout cela du dernier étage du Flamingo Hotel, est un homme d'affaires d'Indianapolis, âgé de 51 ans, nommé Carl Fisher. Les gens qui s'amusent ici, au pied de son building, le connaissent à peine. Mais sans lui, il ne serait pas là. C'est Carl Fisher, en effet, qui a entièrement créé Miami Beach et son mythe. Du terrain sur lequel la station est construite, aux baigneuses de rêve. Il a misé toute sa fortune pour transformer un demi-millier d'hectares de marécages en une Riviera américaine. Mais au moment du succès, il a risqué de tout perdre. Car Miami Beach aura été l'une des nombreuses lubies d'un homme qui a toujours vécu au bord de l'abîme. Si l'on considère l'ensemble de la vie de Fisher, c'est un marathon, c'est une course. C'est une compétition pour parvenir au sommet dans n'importe quel domaine dans lequel il était impliqué à ce moment-là. Tout ce qu'il a fait, il y a mis tout son cœur, toute son âme, tout son argent. Et il ne s'est pas arrêté avant de l'avoir mené à bien. Il voulait être le plus rapide et le premier. C'est le genre d'individu qu'à mon avis, notre génération ne pourrait ni produire ni supporter. Des années après la mort de Carl, Jane, son épouse, a raconté sa première rencontre stupéfiante avec son futur mari. C'était le 30 octobre 1908. Je marchais dans Meridian Street à Indianapolis quand j'ai remarqué que tout s'était figé. Les chevaux, les attelages, les chariots, tout s'était arrêté. Et tout le monde regardait en l'air. J'ai levé les yeux. À plusieurs centaines de mètres au-dessus de ma tête, j'ai vu Carl Fisher pour la première fois. Il était assis dans une voiture blanche suspendue à un ballon rouge qui dérivait au-dessus du quartier des affaires d'Indianapolis. J'ai entendu un homme dire « Encore un coup publicitaire de Carl Fisher. Ce type est fou. » Carl Fisher avait un don inné pour la publicité. Quand sa voiture ne survolait pas la ville, elle faisait la course avec un cheval, ou bien elle se jetait du toit d'un immeuble du centre-ville. Ce genre de manifestation attira l'attention de tout le pays sur les voitures Stoddard Dayton qu'il vendait dans son magasin au centre d'Indianapolis. Il avait alors 34 ans. Et c'était un homme d'affaires jeune, entreprenant, qui faisait de son mieux pour surmonter un départ difficile dans la vie.
car sa mère, Ida, a élevé Carl et ses 2 frères dans une semi-pauvreté lorsque le père alcoolique a abandonné la famille. Pendant des années, Carl a été habité par la honte. Enfant, on l'appelait jambes molles parce qu'il trébuchait en marchant et il était considéré comme le cancre de l'école. Bien que turbulent dans la cour de récréation et jouant même les funambules sur la corde à linge de sa mère, personne n'aurait pu deviner qu'un astigmatisme le rendait pratiquement aveugle. À 12 ans, dégoûté parce qu'il pouvait à peine voir le tableau, Carl a quitté l'école et a annoncé à sa mère « À partir de maintenant, c'est moi qui nourrirai la famille ». Il a commencé sa carrière dans les trains de l'Indiana, où il vendait des journaux, des cigares et des cacahuètes, tout en développant son sens du commerce. Sous sa blouse, il cachait une photo de femme nue, qu'il faisait apparaître en un éclair pour attirer l'attention des clients. Il gagna un prix national en vendant les pamphlets du colonel Bob Ingersoll, un orateur inspiré qui prêchait l'autosuggestion et dont Carl avait mémorisé les bons mots. Le bonheur est le seul vrai bien. Le temps d'être heureux est venu. Le moyen d'être heureux, c'est de rendre les autres heureux. Carl Fisher a pris ces mots, semble-t-il, très à cœur. Dans un monde où chaque activité liée au plaisir donnait l'occasion de gagner de l'argent. Dans les années 1890, il s'est pris de passion pour la bicyclette. Il a formé une équipe de course avec ses amis et ils ont sillonné les foires de province. Il a persuadé un riche fabricant de lui avancer 1 millier de vélos à crédit. Bientôt, Carl fut dans les affaires, se taillant une réputation grâce à ses coups publicitaires spectaculaires. Une fois, il a traversé à bicyclette une rue d'Indianapolis sur un fil tendu à hauteur du 12e étage. À 20 ans, il était devenu le plus grand vendeur de bicyclettes de la ville. Au tournant du siècle, Carl s'est à nouveau enflammé, et cette fois-ci pour l'automobile. C'est sûr, c'est une sensation enivrante. Je veux dire l'idée que l'on pouvait aller presque aussi vite que l'on voulait. On appuyait sur l'accélérateur et c'était parti. C'était une impression grandiose. Au tout début, seuls les plus téméraires ont participé à des courses automobiles. Les voitures étaient imprévisibles et dangereuses. En plus, courir sur des routes ou des pistes avec de tels revêtements était extrêmement périlleux. Cela attirait des gens qui avaient beaucoup de cran et qui étaient animés d'un fort esprit de compétition. Carl Fisher était l'exemple même de ce genre d'homme. Il adorait aller vite, rouler à un train d'enfer. Ça, c'était tout lui. On ne s'arrête pas, on ne regarde pas autour de soi, on fonce. D'un autre côté, il y avait certaines règles élémentaires de prudence que lui et les autres conducteurs de voitures de course devaient respecter. On n'a pas envie d'être le coureur qui passe par-dessus le parapet. On va être celui qui finit le premier. En 1904, Carl a battu le record du monde de vitesse en roulant à près de 100 km/h. Sa mauvaise vue l'a finalement détourné de la course, mais la passion lui est restée, ainsi que l'envie de la transformer en argent. Il a donc ouvert dans le centre-ville un magnifique magasin, la Fisher Automobile Company, qui vendait les meilleures voitures de l'époque. À ce moment-là, tout le monde ne croyait pas en l'avenir de l'automobile. Carl, lui, si. Et il a même imaginé que les gens voudraient conduire la nuit. Il a donc acheté le brevet d'une lampe à gaz et est devenu le premier constructeur de phares de voitures.
Il a baptisé sa société Presto Light. Elle allait bientôt faire de lui un homme riche. C'est à peu près à ce moment-là que Jane Watts, c'était son nom de jeune fille, a aperçu son futur mari pour la première fois. Quelques semaines après, ils se sont rencontrés dans une réception. Et Jane a été entraînée dans le tourbillon de la vie de Carl Fisher. Come away with me, Lucille, in my merry Oldsmobile. La chanson In My Merry Oldsmobile est devenue notre chanson. Nous la chantions en chœur en roulant sur les routes poussiéreuses et pleines d'ornières aux environs d'Indianapolis. Un jour, disait Carl, nous aurons de vraies routes dans ce pays, pas ces horribles bourbiers. Il était la vitesse personnifiée. En réalité, je trouvais Carl si éblouissant qu'au début, je pouvais à peine le regarder. Au bout d'un an, Carl a choqué la société d'Indianapolis en épousant Jane. Il avait 35 ans, elle 15. Lui était un personnage survolté qui chiquait et fumait le cigare en même temps. Elle était prête pour une équipée sauvage. Carl Fisher était un gros buveur, un bon vivant. Il jurait sans arrêt. Il adorait aller aux matchs de boxe. Ce n'était pas vraiment un homme d'intérieur. Il aimait être sur son bateau, il aimait pêcher. Il était aussi irrésistiblement attiré par les entreprises risquées. Son dernier rêve, c'était un circuit de course automobile professionnel. Quelque chose dont personne, à part les coureurs, ne voyait la nécessité. Beaucoup de gens à Indianapolis pensaient qu'il était complètement fou. L'endroit choisi était bien en dehors de la ville. Et il fallait dépenser beaucoup d'argent pour une chose totalement aléatoire. Fisher avait contre lui des gens qui pensaient que lancer des voitures du haut des immeubles et les faire transporter dans les airs par des ballons n'était pas forcément indispensable. Malgré cela, Carl a persuadé 3 partenaires de se joindre à lui. Ils allaient construire la plus grande piste de course automobile du monde, a-t-il dit, le circuit d'Indianapolis. Le jour de l'inauguration, en août 1909, on a pu voir tout ce que Carl aimait. Les ballons plus légers que l'air, les fanfares et les voitures les plus rapides du monde. Mais pendant la course, la piste de goudron et de gravier a commencé à s'effriter sous les roues des bolides. Le jour de gloire qu'il avait imaginé s'est transformé en un carrousel de mort. Des voitures ont dérapé, ont quitté la piste et ont pris feu. De ma loge dans les tribunes, j'ai vu le visage de Carl devenir tout blanc. Le temps qu'il arrête la course, il y avait 5 morts. Les journaux ont parlé d'un désastre et demandé s'il faudrait encore autoriser de telles courses à l'avenir. Carl était mortifié. Il fit défoncer la piste, puis a encore dépensé 100 000 $ de plus pour étudier un nouveau revêtement. Finalement, la piste fut recouverte de briques. Le 30 mai 1911, la piste de briques était prête à accueillir un nouveau type de course automobile. Sur 804 km durant 24 heures, avec des prix s'élevant à 25 000 $. 87 000 personnes ont payé chacune $1 pour assister aux premiers 500 miles d'Indianapolis. Cette fois-ci, la piste a résisté et le circuit a remporté un succès qui a étonné tout le monde, sauf Carl.
Peu de temps après, Carl a vendu sa part de Presto Light à Union Carbide pour près de 6 millions de dollars. Il n'avait pas encore 40 ans. Jane espérait qu'il pourrait se calmer un peu. « Bon sang », a-t-il répondu, « je n'ai pas le temps de prendre mon temps. » Il organisait des courses de ballons, construisait des maisons, des voitures de course et des yachts. Il avait une attirance particulière pour les hors-bords et il passait son été à en piloter sur le lac Michigan. Mais la saison de la navigation sur les grands lacs est brève. Alors, il a commencé à rêver d'une mer plus chaude, un rêve qui allait le mener à l'entreprise la plus folle de sa vie. Une vingtaine d'années auparavant, les Américains avaient découvert l'univers exotique de la Floride. Un magnat à la retraite, nommé Henry Flagler, a construit une voie ferrée le long de la côte Est et attiré les membres de l'élite dans les luxueux hôtels de Sainte-Augustine et de Palm Beach. En 1896, le chemin de fer de Flagler a finalement atteint l'avant-poste tropical de Miami. En 1912, sa population était passée de 300 à 12 000 habitants, plus une poignée de visiteurs aisés en hiver. Parmi eux, il y avait Carl et Jane Fisher, qui étaient censés prendre des vacances. Il m'a promis qu'il allait arrêter de travailler. « Je vais me calmer », m'a-t-il dit. Mais ce n'était pas dans sa nature de paresser au soleil. Il était trop dynamique. C'était finalement le paradis des mers chaudes auquel Carl avait rêvé. Et il a imaginé que la même clientèle aisée qui passait l'hiver plus au nord, à Palm Beach, allait affluer à Miami, si toutefois on savait l'attirer. Il s'est mis à échafauder un plan lorsque soudain, il découvrit un pont de bois à moitié inachevé dans la baie. Il a vu ce pont qui partait du continent en direction de la plage située de l'autre côté. Il a demandé aux gens ce que c'était et ils lui ont répondu que c'était la lubie de John Collins. John Collins était un fermier Quaker de 75 ans, originaire du New Jersey. Il possédait la plus grande partie de la soi-disant plage, en fait une langue de terre marécageuse située de l'autre côté de la baie de Miami, où il voulait créer une plantation d'avocats. Le pont devait permettre de vendre les terrains sur la plage de Miami, car on pensait que comme cela s'était produit dans les villes du New Jersey, les gens aimeraient vivre dans un endroit où ils pourraient se baigner dans l'océan. Mais il me semble qu'on en avait juste construit les 3/4 quand l'argent a commencé à manquer. Intrigué par l'entreprise du vieil homme et avec 6 millions de dollars en poche qui lui brûlaient les doigts, Fisher s'offrit à l'aider. Collins avait besoin, je crois, de 50 000 $ pour achever ce pont et donc Fisher accepta de lui avancer l'argent pour mener son projet à bien. Mais à une condition précise. En plus des intérêts, Collins lui céderait une partie du terrain. Carl a obtenu une centaine d'hectares, une bande d'un peu plus d'1,5 km couverte de broussailles et de palmiers, étirée entre la baie et l'océan. Puis, avec une petite société foncière, il a conclu un autre accord pour les terrains plus au sud. Il a acquis de la sorte plusieurs centaines d'hectares supplémentaires, dont une vaste étendue de marécages, apparemment sans valeur. Un jour, Carl a emmené Jane de l'autre côté de la baie pour inspecter sa nouvelle propriété. Elle n'a pas apprécié. La côte de la baie était jalonnée de forêts de palétuviers, denses et impénétrables, qui par endroits s'enfonçaient de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Jane a trouvé ça horrible. Des animaux qui me faisaient frissonner étaient à l'affût sur les branches des arbres, au-dessus de nos têtes. La jungle était aussi chaude et humide qu'une serre.
Quand il ne leur a plus été possible de continuer en bateau, ils ont poursuivi à pied, à travers les broussailles, en direction de l'océan. Les moustiques me piquaient chaque parcelle de peau découverte. En avançant avec précaution à travers ce bourbier, avec mes chaussures blanches, je me demandais ce que Karl pouvait bien trouver à un tel endroit. J'ai refusé de trouver le moindre charme à cette bande de terre déserte. Mais Karl avait l'air d'un homme en proie à des visions. Il a saisi un bâton et quand nous sommes arrivés sur le sable, il a commencé par dessiner un plan. Maintenant, je sais qu'il voyait tout Miami Beach surgir des marécages. Karl pensait que cela pourrait prendre 6 mois. En réalité, il allait y consacrer les 10 années suivantes et risquer tout ce qu'il possédait pour transformer cette bande de sable marécageuse en un paradis artificiel. Pour l'instant, ses vacances en Floride étaient terminées. Il était temps de se remettre aux affaires. Il a engagé quelques ouvriers pour défricher le terrain avec des machettes et des haches, et il a pris le premier train pour Indianapolis. L'organisation des 500 miles d'Indianapolis lui prenait beaucoup de temps, parmi une demi-douzaine d'autres activités, allant des moteurs diesel à l'essence de synthèse. Carl Fisher ne se contenterait jamais d'être simplement riche. Je ne crois pas qu'il ait jamais pensé en termes d'argent. Il gagnait des millions, mais c'était secondaire. Il disait souvent « J'aime seulement voir la poussière voler ». L'une de ses principales ambitions était de persuader le gouvernement de commencer à construire de meilleures routes. Il a convaincu les dirigeants de l'industrie automobile de démarrer le processus en finançant la première route asphaltée à travers le pays. La route Lincoln de New York à San Francisco. Cela fut un tel succès qu'il construisit aussitôt une autre route, la Dixie Highway, qui menait très opportunément d'Indianapolis à l'entrée du pont dont il avait financé la construction en Floride. Le 12 juin 1913, la population de Miami est accourue pour l'inauguration du pont Collins. Un officiel a proclamé que nulle part on ne pouvait offrir un trajet aussi original que cette promenade en voiture au-dessus de la mer. Puis un cortège de voitures s'est engagé sur le viaduc de 4 km de long, le plus grand pont de bois du monde. Arrivé au bout, il a fallu tourner les voitures dans l'autre sens et revenir vers le continent, parce qu'il n'y avait rien de l'autre côté. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi on avait dépensé tant d'argent pour construire un pont qui n'allait nulle part. Ils allaient bientôt le comprendre. Mais lorsque Karl est revenu en Floride, il a retrouvé son domaine dans un triste état. Les ouvriers qui essayaient de défricher les marécages n'avançaient pas. Et la chaleur, les serpents et les moustiques rendaient la tâche ardue. Karl fit immédiatement venir de l'Indiana des charrues et des tracteurs fabriqués sur mesure. Bientôt, l'ancien paysage commença à disparaître. Mais il y avait encore beaucoup à faire. Des centaines d'hectares restaient inondés à marée haute. Ce qu'il voulait, c'était un terrain solide. Il fit donc construire des digues pour repousser l'océan. Puis, il fit pomper le mélange de sable et d'eau reposant au fond. Peu à peu, l'eau fut évacuée, laissant un paysage aussi plat que les prairies du Middle West.
Bien sûr, les gens de la région ne comprenaient toujours pas. On l'a pris pour un fou. On pensait qu'il était complètement dingue. Ici, il y a tellement d'espace disponible. Pourquoi cet homme riche se donnait-il tant de mal pour draguer jour après jour un terrain où il n'y avait que du sable? On croyait rêver. Ensuite, on apporta des tonnes de terre arable des Everglades. Et Carl demanda à ses jardiniers de transformer cet endroit en un paradis tropical. En décembre 1913, le Miami Metropolis a écrit « L'étendue désolée de Miami Beach a été transformée en un parc presque en un instant, comme d'un coup de baguette magique. On dirait maintenant un pays enchanté, et l'histoire de son aménagement ressemble à un conte de fées. » En janvier, Carl a mis son premier lotissement en vente. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que les gens n'en auraient peut-être pas envie. Il a rassemblé une armée d'hommes et de machines et les a mis au travail pour construire des rues, des trottoirs, des égouts, un réseau électrique, des terrains de golf et des cours de tennis. Quand Jane lui a suggéré de bâtir une église, il a répondu « C'est une sacrée bonne idée. Je vais te construire une église du tonnerre de Dieu. » Carl avait conçu Miami Beach comme un endroit où les gens aisés pourraient édifier des maisons pour y passer l'hiver. Seulement voilà, il fréquentait son établissement balnéaire à 350 000 $ et paraissait sur la plage, mais il n'achetait pas de terrain. Aux yeux des visiteurs chics, Miami Beach était un endroit perdu, inachevé. Carl proposa alors de donner un terrain à quiconque voudrait construire dessus une maison luxueuse. Mais il y eut peu d'amateurs. Nos visiteurs ne croyaient ni en Miami Beach, ni en Carl d'ailleurs. Ils s'en allaient en hochant la tête. Ça ne peut pas marcher, disaient certains. Mais Carl allait risquer tout ce qu'il possédait pour leur prouver qu'ils avaient tort. En 1917, il avait dépensé près de 2 millions de $ et il semblait s'acheminer vers un désastre. Carl avait créé Miami Beach pour l'élite, en pensant que les lots se vendraient d'eux-mêmes. Mais ce n'était pas de cette façon qu'il avait vendu des journaux, des bicyclettes et des voitures autrefois dans l'Indiana. Et maintenant, il réalisait que ce n'était pas non plus la manière de vendre Miami Beach. « J'étais sur la mauvaise voie », a-t-il dit plus tard. « J'avais essayé d'atteindre la mauvaise cible. Je devais me remettre sous tension. » Il revint finalement à ce qu'il savait faire le mieux, le racolage, la promotion. Il avait plus d'un tour dans son sac. Il s'est procuré un éléphant de cirque et a commencé à prendre des photos. Il a prédit que les rédacteurs des journaux du Nord ne sauraient pas y résister. Et il avait raison. « Je vais tirer $1 million de publicité de cet éléphant », a-t-il dit. Les jolies filles ont été encore plus efficaces. Dans un éclair de génie, il a créé les belles baigneuses de Miami Beach. Nous allons nous procurer les plus jolies filles et leur faire endosser les maillots de bain les plus ajustés et les plus courts possibles, sans bas ni souliers de bain. Nous allons faire des photos et les envoyer dans tout le pays. La presse nationale a vraiment mordu à la part.
On ne pouvait plus ouvrir un journal en Amérique sans avoir une photo soit de l'éléphant en train de soulever un rondin, soit d'un groupe de belles baigneuses sur la plage, jamais mouillées, tout simplement installées sur le sable. Et tout à coup, Miami Beach est devenu le must. Carl a créé un univers incontournable, avec des idoles du sport national comme le nageur Johnny Weissmuller et la star du golf Bobby Jones. C'était un monde à sa convenance. Il avait une telle imagination que je ne pense pas que qui que ce soit d'autre en ait eu autant à cette époque. Il avait tellement d'idées. Je me demande où il allait chercher tout ça. Il dépensa plus d'1 million de dollars pour les terrains de polo, les écuries, les palefreniers et les maréchaux ferrants. Et pour être sûr de son coup, il fit venir toute une équipe de polo d'Angleterre, chevaux compris. Il les a tous payés, je m'en souviens, 15 000 $ pour qu'ils viennent. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu leur construire un hôtel très branché sur le cheval et très anglais, leur procurer certains plats. Est-ce qu'on ne reconnaît pas là le génie à l'œuvre? C'était un véritable metteur en scène. À Miami Beach, le décor le plus élaboré, signé Carl Fisher, était le Flamingo Hotel de 2 millions de dollars, inauguré en 1920, la veille du Nouvel An. Il offrait des gondoles vénitiennes dans la baie et des chanteurs italiens en pantalons de velours déambulaient dans les jardins. Nous y sommes tous allés, nous asseoir au bord du bassin et regarder les courses. On y organisait des thés dansants. Il y avait des femmes qui venaient magnifiquement vêtues, en robes longues et qui dansaient naturellement. C'était amusant, même si nous étions sans arrêt piqués par les moustiques. Mais nous y étions habitués à l'époque. Tout le monde s'amusait à Miami Beach, y compris Carl lui-même. Le seul sport qu'il n'aimait pas vraiment était le golf. « Si je joue une bonne balle, je ne peux pas la voir, disait-il. Et si j'en lance une mauvaise, une chose est sûre, je ne veux pas la voir. » Aux yeux de Carl, il ne manquait rien, vraiment rien à Miami Beach, sauf le prestige. Il voulait une caution officielle et il avait en tête un personnage en particulier. Warren Harding, qui venait d'être élu président des États-Unis. Fisher avait entendu dire que Harding devait venir en Floride pour passer des sortes de vacances post-électorales avant son investiture. Il s'est dit « Bon Dieu, je donnerais n'importe quoi pour que ce type vienne ici. Je veux avoir ces dépêches datées de Miami Beach dans tous les journaux. » Carl allait donc rivaliser d'ingéniosité avec la municipalité de Miami pour attirer l'attention de Harding. Et il a donc choisi une approche ingénieuse. Quand le yacht de Harding est arrivé dans le port, Carl et Jane l'attendaient sur le quai. Harding avait fait savoir qu'il voulait effectuer un séjour en toute simplicité et il avait prévu de rester sur son bateau. Mais Carl avait d'autres projets. Donc le yacht pénètre dans la baie de Biscayne et le maire de Miami se présente à bord et lit sa proclamation. Oui, merci beaucoup, au revoir. Et le maire de Miami regagne la terre ferme. Fisher se dit alors, ok Warren, allons-y. Et avant que Warren Harding réalise ce qui lui arrivait, on le conduisit à Miami Beach sur le bateau de Carl Fisher lui-même. Carl a embarqué le président presque de force à la barbe du pitoyable comité de réception de Miami et l'a fait venir au Flamingo Hotel où l'attendait un jeu de poker et une bouteille de scotch. Pendant une semaine, les journaux de tout le pays ont montré le président en train de s'amuser à Miami Beach. Mieux encore, Harding a déclaré à des reporters « Cette station est merveilleuse, elle se développe presque par magie. J'espère bien y revenir. » À partir de ce moment-là, Miami Beach a commencé à attirer la clientèle que Carl visait. Les nouveaux riches du Middle West s'intéressaient maintenant à la station que Carl Fisher avait créée. Palm Beach était destinée à la clientèle aisée de New York et de Philadelphie. Les vieilles fortunes, les snobs.
Mais là, il s'agissait d'un public différent. C'était des gens qui réparaient des pneus de bicyclette il y a 25 ans et qui soudain étaient devenus millionnaires. Et Fisher savait comment s'y prendre avec eux. « Eh les gars, regardez un peu ce que je suis en train de faire dans le sud. » Carl a réalisé beaucoup de ses meilleures ventes à bord de ses bateaux. Sur le pont du Shadow Cay, il a vendu à Albert Champion une propriété d'1 demi-million de dollars, le temps de fumer un cigare. Il emmenait les clients dans la baie de Biscayne et désignait un point à la surface de l'eau. « Je vais construire une île juste ici. Ça pourrait être une bonne affaire pour vous. » Ils firent donc construire de somptueuses demeures sur les superbes lotissements de Carl et introduisirent leur propre modèle de haute société. Dans leur maison donnant sur la plage, Carl et Jane recevaient constamment. Ils avaient 20 employés de maison et leur facture d'épicerie s'élevait à 1 000 $ par mois. Mais à la consternation de Jane, Carl ne s'intéressait pas à la vie mondaine de Miami Beach. Fisher détestait les réceptions. Jane adorait ça. Elle voulait aller à cette soirée, il y a celle-là, il y a cette autre. Lui était content avec un cigare, un jeu de cartes et quelques verres de vin. L'attitude de Carl contrariait Jane et a miné leur couple. Et pour empirer les choses, les 6 millions de dollars avaient pratiquement disparu. Même si les ventes progressaient, Carl dépensait bien plus qu'il ne gagnait. Pour la première fois, il a dû emprunter pour se maintenir à flot. Malgré tout, les Fisher auraient pu surmonter tout cela si un coup terrible ne les avait pas frappés à la fin de 1921. Ils ont vécu une grande tragédie. Ils ont eu un bébé qui est mort au bout d'une semaine, je crois. Et cela a été un coup terrible pour Carl Fisher. Jane, dans l'espoir que cela l'aiderait à surmonter ce coup du sort, a adopté un enfant. Cela a eu un effet opposé. Fisher ne voulait rien avoir à faire avec cet enfant. Il n'a pas voulu lui donner son nom. Il ne voulait pas en entendre parler. Et par conséquent, il avait de moins en moins de choses en commun avec Jane. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Nous vivions dans des sphères différentes, Carl et moi, et il ne restait rien non plus qui nous fasse vraiment envie. Je me suis en grande partie tournée vers la société. Carl, lui, s'est mis à boire. Sur le point de rencontrer le succès à Miami Beach, Carl était parvenu au plus bas dans sa vie affective. Mais ses problèmes d'argent, au moins, eux, étaient sur le point de se résorber. Appâtés par les années de matraquage publicitaire orchestré par Carl Fisher, des gens de toute l'Amérique commençaient à vider leurs comptes en banque, à charger les voitures familiales et à rejoindre l'exode qui dévalait la Dixie Highway vers la Floride. Il en vint 6 millions en 3 ans, tous avides de saisir leur part du miracle. À leur arrivée, ils se trouvaient confrontés à une sorte de ruée vers l'or immobilière. Des foules de gens en surnombre dormaient dans les parcs et se plongeaient dans les journaux du dimanche qui offraient jusqu'à 500 pages d'annonces immobilières. Des caravanes d'autocars venant du nord, du Middle West, amenaient des milliers de clients potentiels à la recherche de nouveaux lotissements. 7500 titres de propriété ont été délivrés à Miami en 1925. Les lots étaient tous vendus le jour même où on les mettait sur le marché. Un bureau a vendu pour 35 millions de dollars de lotissement en une seule matinée. Les prix ont monté en flèche et les spéculateurs ont accouru. Pour 100 $, tout le monde pouvait participer au processus, en achetant et en vendant un terrain sans jamais y avoir mis les pieds. En guise d'agence immobilière, on installait des tables de jeu et on vendait les propriétés. En 1 minute, vous aviez acheté un terrain. 10 minutes plus tard, vous le revendiez à quelqu'un d'autre. Comme le souligne ici le personnage interprété par Groucho Marx, la propriété en Floride a vite évoqué l'escroc plein de bagou.
Right over there, folks, right where that coconut tree is. What am I offered for lot number 21? 800 wonderful residences will be built right here. Why, they're as good as up. Better. You can have any kind of a home you want to. You can even get stucco. Oh, how you can get stucco. Now, don't forget the guarantee. My personal guarantee. If these lots don't double in value in a year, I don't know what you can do about it. Il y avait beaucoup d'individus louches, des individus qui voulaient juste vendre une propriété et retourner vite là d'où ils étaient venus. Fisher, lui, n'était pas comme ça. Ce n'était pas un escroc. Il n'essayait pas de vous vendre une chose qu'il n'était pas en mesure de céder. N'oublions pas qu'il avait construit une maison à Miami Beach et qu'il était très fier de ce qu'il avait fait. Pourtant, l'honnêteté n'a pas empêché Carl de profiter du boom de la Floride. En 3 ans à peine, la vente des terrains lui a rapporté 37 millions de dollars et il a vu Miami Beach prospérer. À la fin de 1925, il y avait 56 hôtels. 5 des plus grands appartenaient à Fisher. Il y avait également plus de 800 résidences privées, 8 établissements balnéaires, 3 terrains de polo, 3 terrains de golf et la plus belle église de Floride. Son ami Will Rogers appelait Carl l'homme qui a pris la Floride aux alligators et l'a donné aux gens de l'Indiana. De retour à Indianapolis, on l'a proclamé le génie provincial. Il possédait maintenant plus de 50 millions de dollars. Il buvait beaucoup trop, avait sa secrétaire pour maîtresse et laissait son couple se désagréger. Notre maison se remplissait d'une foule à la dérive, venue profiter de l'aura de Carl. Carl qui conduisait comme un dingue, buvait énormément, excessivement riche. Et tous ces gens qui nous sollicitaient de tous côtés, rançon du succès. Trop de choses nous séparaient. Trop de tout. Carl et Jane ont divorcé en 1926. Et Carl s'est retrouvé avec une sorte de gueule de bois. Le bonheur auquel il avait aspiré lui échappait. Il avait achevé tout ce qu'il avait entrepris et il s'ennuyait. Il avait besoin de quelque chose de nouveau. Ce nouveau, il l'a trouvé dans un endroit plutôt inattendu, à Montauk Point, à la pointe de Long Island, dans l'État de New York. Sur 5000 hectares de dunes battues par le vent, il a décidé de bâtir un nouveau Miami Beach, avec des golfs bien sûr, des terrains de polo, des hôtels de luxe, une station estivale pour ses amis de Miami Beach. Certains d'entre eux étaient effrayés. La fortune de Carl existait surtout sur le papier et il lui fallait emprunter beaucoup pour concrétiser son projet à Montauk. Mais il était inébranlable. Pourquoi diable dois-je me préoccuper d'argent? Miami Beach est achevé et il ne me reste plus rien à faire là-bas à part rester assis, à ne rien faire, avec un beau pantalon blanc, à flemmarder comme vous tout l'hiver. Mais en septembre 1926, finalement, la chance a quitté Carl Fisher. L'un des pires cyclones du siècle a frappé Miami Beach, complètement à l'improviste. La plupart des gens qui se trouvaient là venaient du Nord. Ils n'avaient jamais entendu parler d'ouragan. Personne ne savait ce que c'était, donc nous n'avons pas su quoi faire. Alors le vent a commencé à souffler, la pluie s'est mise à tomber et c'était épouvantable. On entendait les vitres se briser, on a entendu le vent rugir pendant toute la nuit.
Quand il a fait jour, nous nous sommes dit qu'il fallait sortir pour voir si tout était encore là. Mais il ne restait pas grand-chose. Carl s'est alors hâté de revenir de Montauk. Il a trouvé sa ville ensevelie sous un mètre de sable. Il y avait plus d'une centaine de morts et une centaine de disparus, et les vestiges du boom de la Floride étaient éparpillés sur des kilomètres dans toutes les directions. Carl aurait eu besoin d'1 million de dollars cash pour tout remettre en état. La valeur de ses avoirs s'était effondrée. Son château de cartes financier commençait à s'écrouler. Son mariage était brisé. Le boom était bien fini. L'ouragan lui avait causé des pertes immenses. Il avait des problèmes de trésorerie. Tout cela fait qu'à la fin de 1926, il était plutôt mal en point sur le plan personnel et financier. Carl a essayé de redresser les préjudices causés à l'image de Miami Beach par l'ouragan. Mais les choses ne sont jamais redevenues comme avant. Al Capone, le gangster de Chicago, s'est alors imposé dans les casinos et les bars clandestins. Carl perdait le contrôle aussi bien de Miami Beach que de Montauk. Il a sacrifié ses réserves pour réaliser Montauk Point. Malheureusement, Montauk Point ne décolla pas comme l'avait fait Miami Beach. Et l'argent de Fisher a sombré dans un gouffre. Quand la bourse s'est effondrée en 1929, il lui a fallu rembourser les millions qu'il avait empruntés, et des actionnaires ont dû le renflouer. Carl était devenu une épave sur le plan physique et émotionnel. Il a hypothéqué ou vendu tout ce qu'il possédait, mais c'était sans espoir. La course s'achevait. En 1933, il était ruiné. Il vivait seul dans une petite rue de Miami Beach, usé par la cirrhose du foie et par 60 années de vie épuisante. Je ne pense pas que Carl Fisher se soit jamais plaint de ce qui lui arrivait. Carl a toujours été un joueur. Cette fois-là encore, il avait lancé les dés et il avait perdu. Ainsi va la vie. Mais il s'était vraiment payé du bon temps. Le moment était venu de remercier et de saluer le public. Pour Jane aussi, après Carl, la vie n'a été qu'une suite de déceptions. J'ai divorcé. Je me suis remariée plusieurs fois. Je ne pouvais pas rester avec les autres hommes, parce que la vie avec eux était vraiment trop terne. Vous savez, vivre avec Carl Fisher, c'était comme vivre dans un cirque. Quelque chose de passionnant se passait à chaque instant de la journée. Parfois c'était formidable, parfois c'était terrible. Mais on avait toujours l'impression de vivre. C'est une sensation que je n'ai jamais retrouvée. Un jour, en 1939, peu de temps avant la mort de Carl, un vieil ami connu dans le commerce des pneus l'a invité à faire un tour au-dessus de Miami Beach. L'homme, qui avait toujours semblé percevoir le futur avant les autres, a pu contempler une dernière fois son œuvre. Carl Fisher, personne ne doit l'oublier, est le père de Miami Beach. Sans lui, rien de ce rêve insensé n'aurait existé.